Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, bienvenue. On attend une petite minute, 2 minutes, le temps que les retardataires se joignent à nous. N'hésitez pas à vous présenter aussi dans le chat, nous dire de quelle région vous êtes, quel projet entrepreneurial vous avez, ou peut-être que vous êtes déjà en activité. Écoutez, je vous propose qu'on puisse commencer. Donc, bienvenue à cette webconférence. On peut tout savoir sur les micro-entreprises. Aujourd'hui, ce sera Antoine Charpin qui est chargé de mission à l'ADI, qui va pouvoir échanger avec vous concernant la micro-entreprise. Donc, Antoine, je te laisse peut-être te présenter. En 30 secondes ou en 2 secondes, je me présente. Donc, Antoine Charpin, vous voyez que je suis déjà de la Xème génération. J'ai les cheveux un petit peu blancs. Je suis à l'ADI depuis à peu près 1 an en tant que chargé de mission. Je travaille à peu près 80% auprès des agences, des 4 agences parisiennes, et puis à peu près 20% sur le siège. En gros, je fais un petit peu ce qu'on demande quand on a besoin de moi et de mes petites compétences. Merci beaucoup. Et moi, je suis Cassandra Le Grusselet, certains me connaissent déjà, donc je suis chargée de projet au siège de l'ADI. Une de mes missions, de mes nombreuses missions, c'est de programmer aussi les webconférences, donc des webconférences qui sont en adéquation aussi avec vos besoins. Donc, petites informations concernant cette webconférence, elle sera enregistrée, donc disponible ensuite sur la chaîne YouTube de l'ADI. Cependant, on ne vous partagera pas le support de présentation. C'est une sorte de politique interne. Je vous enverrai un petit email à la fin de la webconférence avec toutes les informations essentielles, des liens vers des vidéos sur la micro-entreprise pour que vous puissiez repartir en fait avec un petit package et notamment le replay de la webconférence. Mais écoutez, on va commencer. Hein. Alors, on a tout le monde qui se présente. Hop. Alors Francine, en fait, c'est normal qu'on ne nous voit pas. En fait, vous ne verrez que nos têtes. Vos micros et caméras sont bloqués automatiquement. Quand vous pouvez, oui, ce que je disais, si vous avez des questions, tout se passe dans le chat. Vous ne pourrez pas prendre la parole à l'oral. Alors, donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu qui on est, nous, à l'association ADI. Ensuite, vous expliquer qu'une micro-entreprise, c'est une entreprise comme une autre et qu'il y a des obligations, mais des devoirs, mais aussi des droits en micro-entreprise. On discutera ensemble par la suite donc, des interlocuteurs administratifs qui sont en lien avec votre micro-entreprise. Donc, toutes les personnes à qui s'adresser quand il faut payer ses cotisations, à qui s'adresser pour déclarer ses revenus, même si je pense que vous en doutez. Ensuite, on abordera aussi une partie sur la protection sociale. Et ensuite, on vous présentera un petit peu, nous, nos offres de financement, mais aussi d'accompagnement. On a aussi une offre avec des bons plans, avec des partenaires très intéressants. Alors, nous, on l'a dit, on est une association, donc ça fait 35 ans environ qu'on existe. On est une association reconnue d'utilité publique, donc on n'est pas une entreprise, et ça, on le précise bien. Notre objectif aujourd'hui, ça va vraiment être de défendre que chacun puisse avoir accès à un financement s'il souhaite entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément éligible au financement via une banque traditionnelle. Je pense que peut-être certains se sont retrouvés confrontés à ces situations parce qu'ils n'ont pas forcément d'apport, parce qu'ils ne sont pas en CDI, et on va retrouver les mêmes problématiques que lorsque vous faites un achat immobilier. On va aussi financer des personnes qui sont fichées Banque de France, mais il y a quand même des conditions à respecter, mais on est le seul organisme à pouvoir financer des personnes fichées. Alors, on est présent vraiment partout, donc je suppose que vous devez avoir une agence qui est pas trop loin de chez vous. De toute évidence, on a aussi des permanences chez des partenaires, donc il y aura toujours un lien avec l'ADI et vous, quel que soit le lieu dans lequel vous habitez. J'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait des personnes qui étaient sur l'île de la Réunion. On est présent aussi à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, en Polynésie française, à Mayotte, en Guyane, en Martinique. J'en oublie sûrement, je pense.
Donc, je vous invite aussi à scanner le petit QR code que vous pouvez voir en bas de l'écran si vous souhaitez trouver en fait l'agence la plus proche de chez vous. Hop. Alors, au niveau de nos missions aujourd'hui, on a à vocation première de financer des projets d'entreprise ou le développement de votre entreprise. Mais on a aussi un devoir aussi de conseil, de vous conseiller aussi sur quel est le meilleur financement pour vous, de pouvoir échanger avec vous sur ce qu'il est possible de financer. Et ça, on abordera en fin de webconférence un petit peu le financement à l'ADI. Enfin, on a aussi un devoir d'accompagnement, de pouvoir vous accompagner sur la durée, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement présent pour vous financer, on est aussi là pour vous accompagner en amont, pendant et après le financement, parce que parfois on peut éprouver aussi des difficultés dans la gestion de son entreprise, ou même parfois pas forcément de difficultés, mais on a envie de monter en compétences. Et enfin, on a une troisième mission, c'est-à-dire plaider au niveau des institutions publiques, mais aussi politiques, en faveur de l'entrepreneuriat populaire. Donc, mais je laisse la main voilà, à Antoine pour le faire du sujet. Maintenant, vous savez tout de l'ADI, enfin peut-être pas tout à fait tout encore, mais bientôt. On parle de la micro-entreprise. Pourquoi on parle de la micro-entreprise? Parce qu'il y a un lien direct entre la micro-entreprise et la démarche de l'ADI. L'idée, c'est de permettre à tout le monde, à tous ceux qui veulent, de pouvoir entreprendre, qu'il n'y ait pas de barrière, d'où l'existence de notre association. Et la micro-entreprise a été mise en place dans ce but. L'idée, c'était de faire quelque chose de simple, de très simple, qui permettent à un maximum de gens qui ont envie ou qui ont besoin de se lancer, de pouvoir le faire de façon souple. Donc, il y a bien une logique dans notre démarche, même si, elle a dit, on accompagne bien sûr des gens qui sont en micro, mais aussi évidemment des gens qui sont en société. On démarre, allez, pour donner un petit peu l'ambiance, par une petite question, une toute petite question. Y a-t-il une différence entre une micro-entreprise et une auto-entreprise? Oui, non, non, oui. La réponse, c'est… Si ça marche pas. Mais la réponse, c'est non, effectivement. Alors, je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à répondre. Donc, la réponse, c'est non. La micro-entreprise ou l'auto-entreprise, c'est exactement la même chose. Ça date… on est passé avec l'appellation micro en 2016, mais ce qu'on appelait précédemment auto-entreprise à 15 ans. L'idée, encore une fois, c'était de mettre en place quelque chose de simple qui permette à tous ceux qui veulent de pouvoir y aller dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui va se passer? Si moi je suis micro-entrepreneur, évidemment, je vais m'enregistrer. C'est une entreprise, c'est une vraie entreprise. J'ai un cabis ou un numéro de sirène. Et puis, bien évidemment, parce que je suis entreprise, il y aura un impact sur les impôts, sur la sécurité sociale, par rapport à mes droits chez France Travail, sur mon RSA, etc. On a un vrai statut. C'est vrai qu'à une époque, c'était… considéré au départ comme quelque chose qui correspondait à quelque chose en plus, un peu avec une image bricolage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement entré dans les mœurs et qui est considéré vraiment comme de l'entrepreneuriat, du vrai, du dur, j'allais presque vous dire du tatoué. Adapté à peu près tout le monde, puisque je suis étudiant, je suis salarié, je suis retraité, je suis fonctionnaire, je suis chez France Travail. Je peux bien évidemment, en parallèle à tout ça, être micro-entrepreneur. J'ai des aides qui vont m'être données, du type aide à la création d'entreprise, l'ACRE. On en parlera un tout petit peu. Et puis, tout est lié, et c'est ça le point central de tous les calculs qui sont liés à la micro-entreprise. Tout est lié à mon chiffre d'affaires. Donc, je fais du chiffre d'affaires, je paye. Je ne fais pas de chiffre d'affaires, je ne paye rien, je suis redevable de rien. Par contre, que je fasse du chiffre d'affaires ou que je ne fasse pas du chiffre d'affaires, il faut quand même que je le déclare. On le reverra. Mais encore une fois, la notion de simplicité est due au fait que tout tourne, et toutes les déclarations et tous les calculs, toute la réflexion est faite non pas par rapport à mon résultat, mais bien par rapport à mon chiffre d'affaires. Alors, on a une question de Marion qui me demande, vous dites cabis et sirène. Le cabis vient d'où?
Alors, moi, j'ai pas trop compris la question. Moi, j'ai un numéro de cabis à partir du moment où je suis entreprise. Donc, je vais, et on le verra, il y a un petit parcours à faire au moment où je veux me déclarer, au moment où je vais créer. Et à ce moment-là, on va m'attribuer un cabis. À partir de ce moment-là, j'ai bien, juridiquement parlant, une existence d'entreprise, même si l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Donc, même si finalement, c'est moi-même. Il n'y a pas la différence de la société. D'un côté, la société, personne morale, et de l'autre côté, moi, personne physique. On a une même et unique entité, moi qui suis personne physique et micro-entrepreneur. Alors, on a une autre question. Peut-on avoir le droit une nouvelle fois à l'ACRE lorsqu'on en a déjà bénéficié lors d'une immatriculation antérieure? Alors là-dessus, moi, je peux pas être ferme. Je crois, mais encore une fois, je suis pas certain. Je crois que si j'ai fait je peux de nouveau avoir droit à l'ACRE, mais il doit y avoir une durée intermédiaire qui, si je raconte pas de bêtises, mais là, vraiment à checker, à vérifier, je crois c'est 3 ans. Mais peut-être que je me trompe. L'idée dans cette présentation, c'est vraiment de revenir sur les points vraiment centraux. Derrière, il y a plein d'endroits, de sites qui peuvent vous donner plein d'informations complémentaires. Ça va être des sites de la BPI, des sites spécialisés, pourquoi pas votre conseiller demain à l'ADI ou un bénévole de l'association. L'idée de cette présentation, c'est d'amener quelque chose d'assez général sur les détails. Excusez-nous, mais on a cet après-midi pas encore la réponse à tout. Bientôt, peut-être. Mais c'est 3 ans. On va vérifier. Gagné. Et puis, les participants aussi valident les 3 ans. Merci. Merci. Donc, on a bien le droit. Bon, maintenant, il y a un délai de carence. La micro-entreprise, comme on vous le disait, c'est quelque chose qui présente un vrai avantage, qui était mis en place au départ pour des activités assez simples. Et donc, il y a un plafond de chiffre d'affaires hors taxe qui va dépendre de l'activité que je vais exercer et dans quelle case elle va être rangée. Si je fais une activité d'achat-revente de marchandises jusqu'à un chiffre d'affaires de 188 700 €, je peux bénéficier du statut de micro-entrepreneur. Si je suis par contre sur du service, BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, ou BNC, bénéfices non commerciaux, là, mon chiffre d'affaires max, puisqu'encore une fois, comme je vous le disais, toute la réflexion se fait sur le chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires max, c'est 77 700. Et si je dépasse ce chiffre d'affaires sur 2 années, je ne peux plus être en micro. En général, quand je ne peux plus être en micro, j'ai deux possibilités. La première possibilité consiste à rester en entreprise individuelle, mais de ne plus bénéficier de la simplicité du système micro. En général, on ne le fait pas. À l'expérience, et quand on regarde les clients de l'ADI qui vont dépasser ces chiffres d'affaires, ils vont passer en société. Et s'ils sont tout seuls, ils sont en société unipersonnelle. Et puis, s'ils sont plusieurs. Mais l'idée, c'est souvent, quand je quitte la micro parce que je suis au-delà des plafonds, je vais mettre en société. La question repose bien sur ce que je vous ai dit déjà au moins 3 fois, mais je pense que je vous le dirai à peu près 20 fois dans tout l'exposé. Les cotisations sociales dues par un micro-entrepreneur sont calculées à partir du bénéfice ou du chiffre d'affaires. Je pense que vous avez tous la réponse. On est bien sur un calcul à partir du chiffre d'affaires. Tous mes calculs se font à partir du chiffre d'affaires, que ce soit le calcul des cotisations sociales ou que ce soit un calcul sur l'impôt, puisque je suis entrepreneur, je fais du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires va générer un impôt sur le revenu. On est bien en impôt sur le revenu, on n'est pas en société, puisqu'encore une fois, on est en entreprise individuelle. Alors, on a des questions justement si, par exemple, on fait à la fois de la prestation de services et de la vente de marchandises. Quels sont les plafonds? Est-ce que l'on les sépare? Alors, on a un plafond max, en fait. Il y a bien un plafond maximum qui est celui de l'achat-vente. Donc, je ne peux pas cumuler les deux plafonds.
Donc, j'ai un plafond maximum et ensuite, sur la partie qui est celle de service, c'est le plafond service qui va s'appliquer. Et quand je vais faire, donc ça c'est sur les plafonds, et de la même façon, quand je vais faire ma déclaration URSSAF, tous les mois ou tous les 3 mois, puisque je dois la faire au maximum, enfin au moins tous les 3 mois, c'est pareil, je vais je vais rentrer mon chiffre d'affaires en achat-vente et éventuellement aussi en service. Donc, je peux avoir tout à fait ces deux casquettes. Le plafond, ce sera le plafond maximum, donc ce que je vous disais, je ne sais plus exactement parce que j'oublie vite les chiffres, 177, etc. Par contre, si je fais les deux, mon plafond sur de la prestation de service sera bien le plafond prestation de service. Pour illustrer ce dont on parlait il y a quelques secondes et sur le fait que l'URSSAF est calculé vraiment par rapport au chiffre d'affaires, c'est ultra simple. Tous les 3 mois, comme je vous le disais, 3 mois max, nous, on engage nos clients, surtout quand ils démarrent, à déclarer finalement l'URSSAF tous les mois. C'est une espèce de petite gymnastique. Alors, c'est très simple, c'est une appli, une fois qu'on est enregistré, on va sur le site de l'URSSAF, on a un numéro, on va faire ça sur son téléphone. Je vais inscrire mon chiffre d'affaires, je vais le classer dans la bonne colonne, dans la bonne case. Est-ce que ce sera de la vente de marchandises ou est-ce que ce sera de la prestation de service? Le calcul va se faire automatiquement et j'ai même la possibilité de payer directement par le biais de ma carte. Tout ça pour illustrer vraiment le fait que tout est fonction de mon chiffre d'affaires. Donc, on est sur une démarche qui est complètement différente de celle de la société sur laquelle les impôts sont liés à mon résultat. Donc, mon chiffre d'affaires, moins toutes mes charges, j'arrive à mon résultat et c'est ça qui est la base de mon impôt. Sur la micro, encore une fois, parce qu'on a voulu faire quelque chose de très simple, de très abordable, on est rentré sur quelque chose sur lequel le calcul est vraiment uniquement par rapport au chiffre d'affaires. Un tout petit zoom sur l'ACRE, qui est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que quand je débute, je vais avoir droit en fait à une réduction de 50% de mes cotisations URSSAF, et ce pendant une année, enfin pendant 4 trimestres. Alors attention, parce qu'il y a une condition à remplir qui est extrêmement importante, c'est que je dois faire ma demande d'ACRE auprès de l'URSSAF au maximum 45 jours qui vont suivre la création, donc mon immatriculation. Donc ça veut dire que si je crée et que finalement alors, il y a 2 choses à retenir, c'est que si je crée, mais que je ne demande pas l'ACRE, sur les 45 jours qui vont suivre, malheureusement, je ne peux pas en bénéficier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, liée à la façon dont ça fonctionne, on voit que j'ai une réduction pendant 4 trimestres et que c'est complètement lié à mon chiffre d'affaires. Je vais finalement avoir intérêt à créer au moment, un petit peu avant le moment où je pense que je vais avoir du chiffre d'affaires. Si je crée, mais je sais que pendant 9 mois, a priori, je n'aurai pas de chiffre d'affaires, je n'optimise pas le système de l'ACRE. Donc, l'idée, c'est de se dire, je vais créer au moment où je pense que mon activité va fonctionner. Et attention, il faut bien que je demande l'ACRE dans les 45 jours qui vont suivre, au maximum 45 jours, le 45e jour qui va suivre mon immatriculation. Mais c'est vrai que quand on regarde, l'URSSAF a un coût. Alors, 2 choses. D'abord, l'URSSAF est incontournable et il ne faut pas jouer avec l'URSSAF parce qu'en général, quand ils interviennent de façon un peu choc. Ça, c'est la première chose. Donc, pas oublier de faire ses déclarations et évidemment de le payer. Maintenant, si on peut avoir une réduction de 50% des droits. L'année où je démarre, on a un vrai intérêt parce que si je peux minorer mes charges, c'est génial. Donc, l'URSSAF, c'est une charge variable qui est complètement liée à mon chiffre d'affaires. Si je peux la minorer, de façon légale, évidemment, là, on est tout à fait gagnant en restant bien évidemment, encore une fois, comme je vous le disais, dans la légalité.
Même réflexion sur le calcul de ma fiscalité. Je suis entrepreneur, je fais du chiffre d'affaires. Ma fiscalité impôt sur le revenu, IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques, sera liée à mon chiffre d'affaires. Alors, je vais avoir deux options. La première, ultra classique, je vais tous les ans, au mois de mai, rentrer sur le site impôt.gouv, sur mon espace personnel, et je vais déclarer mon chiffre d'affaires, en sachant que je vais déclarer mon chiffre d'affaires et je vais dire dans quelle catégorie je me positionne. En tant que micro-entrepreneur, bien sûr. Est-ce que je fais de la vente de marchandises? Est-ce que je fais une activité de bénéfices industriels et commerciaux? Donc là, je fais de l'artisanat, du service. Est-ce que je suis en BNC? Donc là, profession libérale, profession intellectuelle, consultant, etc. Je vais déclarer mon chiffre d'affaires et l'administration fiscale va faire dans son calcul un abattement. Si je suis en vente, l'abattement de 71%. Si je suis en BNC, bénéfices non commerciaux, un abattement de 34%. D'où l'importance, évidemment, d'être dans la bonne case. Alors attention, évidemment, si vous faites du BNC, ne vous mettez pas dans la vente de marchandises pour avoir un abattement plus important. Mais c'est bien la réflexion qui est toujours là-dessus. On considère que j'ai un chiffre d'affaires et qu'on a des charges forfaitaires. Donc là, en l'occurrence, il y a un calcul de charges forfaitaires sur la vente qui est de 71%, sur le BNC qui sera de 24% et sur le BIC qui sera de 50%. Donc je déclare mon chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires moins l'abattement va venir s'ajouter par l'administration fiscale à mes autres revenus. Et là, je serai soumis à l'impôt des personnes physiques avec un taux proportionnel qui dépendra de la globalité de mes revenus, évidemment, et puis du nombre de personnes du foyer fiscal. Ça, c'est la première option qui va être intéressante finalement si j'ai peu de revenus et si j'ai pas ou peu d'autres revenus, d'autres activités. Si par contre j'ai d'autres revenus, d'autres activités qui au niveau du foyer fiscal sont assez importants, j'aurai intérêt à aller vers l'autre option qui est celle d'un versement libératoire. Donc, j'ai un calcul d'IRPP qui est fait directement, non pas par rapport au barème classique de l'impôt sur le revenu, mais sur un taux qui est appliqué. Donc, si je fais de l'achat-revente, mon taux d'IRPP, c'est 1% de mon chiffre d'affaires. Donc là, encore une fois, c'est chacun de réfléchir. Est-ce que la bonne option, c'est d'avoir un IRPP pur forfaitaire en fonction de mon activité, donc 1% si je suis en achat-vente, 1,7% si je suis en BIC, 2,2% si je suis en activité libérale, ou est-ce que c'est plus intéressant de déclarer dans ma déclaration mon chiffre d'affaires et ensuite chiffre d'affaires moins abattement vont rentrer dans le global des revenus du foyer fiscal et être soumis au barème progressif de l'impôt. Donc là, à vous de faire votre calcul en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, de façon très, très simple. Si vous avez d'autres revenus qui sont un peu costauds, voire un peu plus, allez évidemment vers le forfaitaire. Si par contre vous avez peu ou pas de revenus, allez évidemment vers le barème progressif. J'ai répondu au maximum de questions dans le chat. On a une question de Florent qui nous demande, en plomberie, il y aura de la prestation de service et vente de matériel? Non, ça va. Alors là, c'est trop complexe pour moi. Je suis vraiment désolé, Florian. Par contre, si c'est du matériel qu'on achète parce qu'on fait la réparation chez le client et qu'on lui refacture, je pense à mon avis, on n'est pas. Alors, est-ce qu'on est vraiment en achat-vente? À mon avis, non. Par contre, je suis persuadé que si il y a une agence ADI pas très loin de chez vous, elle travaille obligatoirement avec des bénévoles et les bénévoles ont réponse à énormément de questions qu'on peut se poser. On reviendra un tout petit peu là-dessus tout à l'heure en parlant d'accompagnement, mais pour parler très simplement, la richesse de l'association, au-delà évidemment de son équipe, c'est son équipe de bénévoles qui représente plus de 1000 personnes. Il doit y avoir à peu près 1200 bénévoles. Ce sont des gens qui sont à votre service et qui ont réponse à énormément de questions et qui amènent un accompagnement extrêmement fin et très personnalisé. Alors, on a une question de Virginie justement sur le compte professionnel aux impôts. En fait, vous allez le déclarer dans votre déclaration de revenus classique, celle que vous faites au mois de mai et juin.
Si vous êtes en micro-entreprise, la micro-entreprise, c'est vous. Donc, on est bien sur une déclaration IRPP que vous allez faire de la même façon qu'un salarié ferait sa déclaration et au même moment. Donc, en fonction des régions, est-ce que ce sera en mai ou est-ce que ce sera jusqu'à fin mai ou début juin, mais c'est vraiment sur ma déclaration, donc sur mon espace, sur impôt.gouv particulier, etc. De la même façon qu'on on déclarerait un salaire ou autre chose. On est encore une fois sur quelque chose qui est 100% personnel. Il n'y a pas de distinguo entre moi et ma micro-entreprise. Ma micro-entreprise, c'est moi. À la différence, bien évidemment, de la société dans laquelle, d'un côté, j'ai moi, personne physique, et de l'autre côté, avec mes chiffres, et de l'autre côté, la société avec ses chiffres, et qui, elle, sera soumise à l'impôt sur les sociétés. En l'occurrence, dans le système de la micro, on est vraiment sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP. On rentre un petit peu sur la mécanique, sur la cuisine interne de la vie du micro-entrepreneur. La question, le micro-entrepreneur doit-il tenir une comptabilité détaillée? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? En l'occurrence, la réponse est non. Je dois bien tenir à jour un certain nombre de chiffres, mais à la différence de la société, j'ai une obligation de tenue de chiffres extrêmement light. Alors si je clique, est-ce que ça marche? Non. Donc la comptabilité pour le micro, toujours dans cette même idée de faire quelque chose d'extrêmement simple, c'est une comptabilité extrêmement allégée. Il n'y a pas besoin, comme pour une société, de faire un bilan. Je n'ai pas besoin, il n'y a aucune obligation d'avoir un comptable ou un expert comptable. La seule chose qui est obligatoire, c'est de tenir un petit registre quotidien qui peut être tout simplement un cahier dans lequel je vais noter mes recettes et mes dépenses de façon chronologique avec la date. Et puis, bien évidemment, c'est de la logique pure, garder toutes les pièces justificatives de ma facturation et de tous les paiements que j'ai faits. Mais encore une fois, l'obligation comptable est ultra light. Maintenant, il y a une logique en tant qu'entrepreneur à avoir une comptabilité, pas obligatoirement, pas pour l'étape comptabilité, mais pour l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape analytique, c'est-à-dire rentrer tous ces chiffres, rentrer toutes ces charges de façon détaillée, va me permettre d'abord de constater qu'est-ce qui marche pas, quelles sont les charges qui sont plus lourdes, en tirer profit, en tirer des conclusions. Et cet outil comptable et surtout comptabilité analytique va me permettre d'avancer dans mon développement, dans le développement de mon entreprise, micro-entreprise aujourd'hui, et puis peut-être société demain. Donc non, il n'y a pas une obligation à avoir une comptabilité. Maintenant, avoir un suivi de toutes les dépenses, de toutes les recettes pour voir qu'est-ce qui marche pas, où est ma marge, etc., me permet d'affiner finalement ma politique entrepreneuriale, même si c'est un grand mot, mais on est vraiment là-dedans, et d'affiner mon positionnement d'entrepreneur. Les avantages et les limites de la micro, évidemment, il y a des avantages. Maintenant, il y a évidemment des limites. C'est souple, c'est gratuit à la constitution, je n'ai pas besoin de statut, je n'ai pas besoin de comptable ou d'expert comptable, je n'ai pas besoin d'apport, l'enregistrement sur la création est gratuit, et la déclaration et le paiement des cotisations qui se fait en ligne, c'est ultra simple. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si mon chiffre d'affaires est à 0, il faut que je déclare un chiffre d'affaires à 0. Donc, pas oublier de déclarer son chiffre d'affaires. Comptabilité allégée, comme on le voyait, c'est ultra simple. Tenue quotidienne d'un petit cahier, tout simple.
Avantage également, c'est la possibilité, si on en a envie, d'être en franchise de TVA jusqu'à un chiffre d'affaires plafond qui est inférieur à celui du statut, hein, puisque je peux être en exonération de TVA si je fais de l'achat-vente jusqu'à à peu près 92 000 euros, 91 900, et si je fais du service, 36 800. Attention, un tout petit aparté sur la TVA. Je ne suis pas, en tant que micro-entrepreneur, obligé d'être exonéré de TVA. L'exonération de TVA est intéressante si mes clients sont les consommateurs finaux, donc ceux qui sont assujettis à la TVA. Pourquoi? Parce que ça va me permettre, à la place de reverser la TVA à l'État, de garder ce montant-là dans ma poche. Par contre, si mes clients sont des pros, donc si je suis en B2B, nous on pense que ce n'est pas une bonne idée d'être exonéré de TVA, puisque mon client, en fait, qui lui est assujetti à la TVA, ne pourra pas déduire la TVA qu'il va me payer. Donc, c'est pas, cette exonération de TVA peut être une bonne idée, mais à manier, encore une fois, avec précaution. Et là-dessus, il faut se faire entourer et réfléchir quelques minutes pour savoir est-ce que j'ai intérêt à être en exonération de TVA, et si oui, est-ce que j'ai intérêt à baisser à mort mon prix. En gros, est-ce que j'ai la possibilité de le baisser de 20%, le taux de la TVA? Oui et non. Plutôt, nous, on vous dira non, restez dans les prix du marché, et puis la TVA, gardez-la dans la poche. Et si je suis en B2B, il faut que je facture la TVA. Mon client commerçant ou industriel ou artisan pourra, lui, déduire la TVA qu'il me paye. Voilà ce qu'on peut dire sur la TVA, sauf s'il y a d'autres questions. Mais c'est vrai que la TVA, c'est souvent un peu prise de tête. Alors, justement, on a une question, justement, c'est si on dépasse ce plafond, qu'est-ce qu'on doit faire comme démarche, en fait? Il faut prendre un numéro de TVA? Non, il faut vraiment facturer. C'est-à-dire qu'en toute logique, une entreprise doit facturer la TVA. Et c'est seulement si je suis en dessous de ce plafond et que je décide de ne pas appliquer, en fait, d'être en exonération de TVA, que je vais pouvoir le faire. Et c'est à ce moment-là que je vais l'indiquer. Donc, sur mes factures, je vais mettre en bas exonération de TVA parce que statut micro-entrepreneur, etc., article je ne sais pas quoi, du Code général des impôts, de je ne sais pas quel code. Mais en toute logique, je n'ai pas besoin de me déclarer en tant que payeur de TVA, puisque normalement, je suis censé récupérer la TVA et la rétrocéder. Donc, voilà ce que moi, je peux vous dire de la TVA. Donc, dans les avantages, c'est ultra simple. Et puis, ma responsabilité, elle est limitée aux biens que je vais apporter à l'exercice de mon activité. Il y a des avantages, c'est extra. Maintenant, bien évidemment, il y a des limites. La première limite concerne la retraite. Si moi, je suis salarié, tout trimestre travaillé va générer un trimestre de retraite. Au niveau de la micro-entreprise, on ne fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut que je travaille un trimestre et il faut que j'ai en plus un chiffre d'affaires minimum. Donc, attention là-dessus, ce n'est pas parce que je suis enregistré en tant que micro-entrepreneur que je vais valider obligatoirement mes trimestres, puisque si mon chiffre d'affaires est inférieur à un minimum, je n'enregistrerai pas mes trimestres. L'autre idée, c'est de se dire que comme sur le système de la micro-entreprise, comme tout est calculé par rapport au chiffre d'affaires, on a en fait une réflexion qui dit que les charges, en fait, qu'on a des charges forfaitaires. Comme on le voyait, si je suis en achat-vente, c'est 70% ou 71%, je ne sais plus, ça doit être 71%. Si je suis en bénéfices industriels et commerciaux, c'est 50%. Donc, tous les calculs se font à partir de ça. Si moi, j'ai des charges qui sont très au-delà
de ce taux forfaitaire, j'ai pas intérêt à être en micro. Si j'ai des charges qui sont très importantes, donc une rentabilité très faible, mais que je gagne en fait ma vie parce que je fais énormément de volume, il n'y a pas un intérêt à être en micro-entreprise. La micro-entreprise est intéressante si mon taux de charge, mon taux réel de charge, va jusqu'au niveau forfaitaire. Alors, si je suis en dessous encore, c'est génial, mais si je suis au-dessus, là, en l'occurrence, un système de société est évidemment beaucoup plus intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais, et si je sais que j'ai des charges importantes, type j'ai des salariés, si moi j'ai des salariés, j'ai des charges et des charges patronales, et en plus, donc un, je verse des salaires, et deux, j'ai des charges patronales, donc des charges forfaitaires, des charges fixes importantes. Il y a une vraie réflexion à mener et vraiment à calculer le pourcentage de ces charges par rapport à mon chiffre d'affaires et à le comparer, encore une fois, à ces plafonds. Dès que j'ai des charges importantes, type charge salariale, type charge de local, surtout ici à Paris où les locaux sont ultra chers, donc des charges locatives, et oui, idem, si je fais des toutes petites marges, il est possible, voire probable, que le système de la micro ne sera pas le mieux adapté pour moi. Donc, il y a quand même un besoin, avant de foncer, d'y aller. Pardon, avant de foncer, donc avant d'y aller, de réfléchir, est-ce que le système est vraiment 100% adapté à moi ou pas? En général, on dira oui. Maintenant, c'est du cas par cas, donc se poser la question. C'est très simple, hein, c'est un petit calcul. À partir du moment où, de toute façon, j'ai fait un prévisionnel, j'ai réfléchi à mes charges, donc à la proportion de mes charges par rapport à mon chiffre d'affaires. Dès qu'on est au-dessus des plafonds, là, je dois me dire que peut-être le micro-entreprise, c'est pas pour moi et je vais aller directement en société et c'est pas très grave. C'est pas une maladie. On a des questions concernant les trimestres de retraite. Les trimestres de retraite sont calculés en fonction du chiffre d'affaires déclaré auprès de l'URSSAF ou en fonction du chiffre final après déduction forfaitaire auprès des impôts. On est non, alors je l'ai vu là, pareil, je veux dire, la réponse, je l'aurais pas. Comme ça, je pense que c'est du chiffre d'affaires, c'est vraiment du chiffre d'affaires déclaré, donc du chiffre d'affaires pur et dur. Mais à vérifier, à valider, parce qu'encore une fois, on ne sait pas tout et on veut surtout pas vous dire des bêtises. Donc moi, comme ça, au feeling, je vous dirais, c'est par rapport au chiffre qui est déclaré, mais est-ce que ces chiffres déclarés moins abattement? Mais je vous dirais qu'a priori, pour moi, c'est chiffre d'affaires déclaré, mais à checker, à vérifier. Alors, on a beaucoup de questions sur la TVA, notamment, en fait, si par exemple on dépasse le seuil, en fait, à qui est-ce qu'on reverse la TVA? Alors moi, je leur ai dit que c'était au niveau des impôts. Mais en fait, c'est quoi tu connais peut-être la démarche exacte? Non, là, il faut vraiment regarder. On a bien effectivement, évidemment, l'obligation de reverser la TVA encaissée moins la TVA que j'aurais moins payé si je suis assujetti à la TVA. Je dois le reverser. Alors, c'est pas directement il y a un service aux impôts qui est un service TVA. Maintenant, je vous dire exactement quoi, comment. Malheureusement, là, je suis pas capable de vous le dire, mais je pense que sur quelques clics sur Internet, vous aurez très vite la réponse. Alors, on a une question de Christophe aussi. Si on encaisse la TVA, est-ce qu'on peut la récupérer de notre côté? Alors, si j'encaisse la TVA, évidemment, je peux la récupérer. C'est pour ça que je vous disais que si votre client, imaginons que moi je fasse du B2B, je vais vendre quelque chose à un client qui est lui professionnel et qui lui encaisse la TVA. La TVA qu'il va me payer à moi, il va pouvoir la récupérer. Donc, il ne sera pas intéressé à passer par moi si je lui facture hors taxe. Donc, ma réponse est oui, bien évidemment. Si moi, j'encaisse la TVA, je peux déduire de ce que je vais rétrocéder au service TVA de l'État, donc à l'État, je vais pouvoir déduire de ce que je vais rendre à l'État toute la TVA que moi j'ai payée.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais que pour démarrer mon activité, je vais avoir besoin d'acheter beaucoup de matériel, j'ai peut-être, voire certainement intérêt à être déjà assujetti à la TVA. Ça veut dire que finalement, je pourrais acheter le matériel qui m'est nécessaire hors taxe, puisque la TVA que je vais payer, je vais pouvoir ensuite la déduire de la TVA que je vais rétrocéder à l'État, même si elle est supérieure à la TVA que je dois. En gros, imaginons sur les quelques premiers mois, malheureusement, mon chiffre d'affaires est à zéro, je n'encaisse pas la TVA. Par contre, pour m'installer, j'ai eu besoin d'acheter, j'en sais rien, pour 10 000 de matériel, soit 10 000 de matériel TTC, soit à l'intérieur à peu près 2 000 de TVA. Cette TVA, l'État va me la rétrocéder, même si en fait, je n'ai pas encaissé de TVA. Donc oui, je suis assujetti à la TVA. Et si donc je vais pouvoir en fait récupérer la TVA que j'aurais payée, donc payer toute mon installation et tous mes fournisseurs hors taxe. Donc bien évidemment, si j'encaisse de la TVA, je peux bien sûr déduire de cette TVA encaissée la TVA que moi-même je paye. Et même si j'encaisse la TVA, je dis oui, j'encaisse la TVA, mais que dans la réalité des choses, pour l'instant, mon chiffre d'affaires est extrêmement faible, l'État va me rétrocéder en fait la TVA que la TVA que j'ai payée. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme obligation du micro entrepreneur? Comme je vous le disais, à partir du moment où où je ne facture pas la TVA sur mes factures, il va falloir que je mette bien la mention TVA non applicable, article, c'est quoi, 293B, excusez-moi, je ne le connais pas par cœur, du Code général des impôts, sur toutes mes factures. Ça, c'est la première chose. La deuxième obligation ultra light, c'est de tenir finalement un petit livre journal avec colonne de gauche, mes encaissements et colonne de droite, toutes mes charges. Et tout ça avec une chronologie. Alors juste une petite chose par rapport à tout ce que je vous ai dit, quand on parle du chiffre d'affaires, c'est non pas du chiffre d'affaires facturé, puisque là on en parle sur les factures, mais c'est chiffre d'affaires encaissé. Donc tout ce que je facture, c'est important, mais mon impôt et mon URSSAF seront dus sur ce qui est encaissé, pas ce qui est facturé. Deuxième chose, c'est évidemment, j'ai des cotisations sociales. Les cotisations sociales seront liées, comme on vous le disait avec Cassandra, à mon chiffre d'affaires. Donc là, directement, sera sur mon appli URSSAF, je déclare. Dernière obligation, une des obligations, c'est l'obligation d'avoir un compte en banque séparé dès que j'ai un chiffre qui dépasse 10 000 euros pendant 2 années consécutives. Nous, notre conseil est extrêmement simple. Dès que vous avez du chiffre d'affaires, ouvrez un compte séparé. Votre compte ne sera pas obligatoirement un compte dit compte professionnel, mais pour avoir une vraie visibilité, ouvrez absolument un compte séparé qui vous permettra en un clic de voir vraiment tous vos encaissements, tous vos décaissements liés à votre activité sans mélanger avec, j'en sais rien, mon quotidien, j'ai fait les courses, etc. Donc, on a vraiment besoin, pour avoir une vision très, très claire, d'avoir un distinguo entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc, même si ce n'est pas obligatoire et quel que soit votre chiffre d'affaires, dès que vous démarrez, ouvrez un compte. Ou sur une banque en ligne, ou sur une banque classique. Et j'ai cru comprendre que les banques classiques commencent aujourd'hui à s'aligner sur les banques en ligne et à faire des offres plutôt pas trop chères pour les micro-entrepreneurs. Donc, on n'est pas sur des comptes sociétés, hein. On est sur des petits comptes. Il y a des offres. Ça peut valoir le coup d'interroger votre banque. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les obligations que j'ai moi en tant que micro-entrepreneur. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais on est sur une vraie logique d'avoir créé quelque chose de simple pour permettre au maximum de gens d'y aller, même s'ils ont une activité en parallèle. L'idée étant que
très probablement, très certainement, à un moment, vous allez dépasser les plafonds et vous passerez en société. Et puis, ce sera le système de la micro vous aura permis de franchir les premières étapes et les phases un petit peu test de votre activité. Les interlocuteurs sont les interlocuteurs classiques, hein. Bien évidemment, il y a des prestations sociales, il y a l'URSSAF, donc pour déclarer et régler, la sécurité sociale des indépendants, le service des impôts, donc la direction générale des impôts. L'impôt dont on parle, c'est l'impôt sur les personnes physiques. Prévenir la CAF, donc tout ce qui touche les APL, le RSA, du fait que vous êtes aujourd'hui en micro, prévenir France Travail, passer par le guichet unique. Et aujourd'hui, tout ce qui touche la création passe directement par le guichet unique et c'est le site donc avant c'était le site de l'URSSAF, maintenant on crée sa micro-entreprise par le site de l'INPI. Et c'est en général extrêmement simple. On peut trouver sur YouTube un certain nombre de tutos. Je crois que même l'ADI en a fait certains pour aider directement à la création et ensuite à la création d'un compte en ligne sur l'URSSAF pour expliquer comment je déclare et ensuite comment je paye, en sachant encore une fois que ce sont des démarches qui sont simples parce qu'il faut qu'elles soient simples. Donc, comme l'appli l'URSSAF, aujourd'hui on est tous sur des applis sur notre téléphone, donc il y a bien une application auto-entrepreneur URSSAF. Pour les impôts, c'est impôts.gouv. Tout ça aujourd'hui est ultra facile. Si toutefois c'est vrai que même si c'est facile, pour certains c'est peut-être un peu moins facile, n'hésitez pas, idem, vous allez voir l'agence ADI qui est la plus proche de chez vous ou qui est la plus loin, vous faites comme vous voulez, mais là il y a des gens qui pourront vraiment vous aider là-dessus, tout simplement parce qu'on a l'habitude. Je suis micro-entrepreneur, je paye de l'URSSAF, donc j'ai évidemment droit à une protection sociale. J'ai protection sociale sur tout ce qui est prestations maladie, prestations maternité, les allocations familiales, etc. Donc tout ce qu'on connaît en tant que salarié. J'ai le droit à la retraite des travailleurs indépendants. C'est calculé de la même façon que pour les salariés. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même besoin de déclarer un minimum de chiffre d'affaires. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Il y a de la complémentaire qui est obligatoire. Et puis, il y a aussi droit à la formation professionnelle, etc. Il y a une vraie logique, hein. Je paye de l'URSSAF, j'ai évidemment des droits. Comme dans toutes les activités et toutes les prestations sociales, attention, on a des délais de carence. Alors là-dessus, on n'est évidemment pas spécialiste. Renseignez-vous. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est que je dois être affilié de façon continue depuis 12 mois pour pouvoir avoir le droit à la protection sociale. Maintenant, j'ai été salarié et je passe en régie. Hier, j'étais salarié, aujourd'hui, je suis en micro. Les 12 mois sont en fait des mois glissants. Donc, je vais évidemment intégrer la période de salarié pour calculer ces 12 mois. Ce que nous, on veut juste mettre en avant, c'est le fait qu'on a le droit, en tant que micro-entrepreneur, à une protection sociale. Maintenant, c'est une protection sociale qui est à minima, on vous dira. Notre conseil, si vous pouvez, encore une fois, si vous pouvez, réfléchissez peut-être à l'opportunité
d'avoir accès à un système de prévoyance complémentaire. Alors évidemment, ça a un coût, hein, c'est une certitude, mais là, on a une protection qui est plus importante, en sachant qu'il faut, si je suis micro-entrepreneur, avoir une protection, parce que si je ne suis pas capable de travailler, il n'y a pas de chiffre qui rentre, et les indemnités, en général, sont assez light. Donc, si vous pouvez aller prendre des infos sur la prévoyance. À l'ADI, on travaille pas mal avec AXA. Pourquoi? Parce que AXA propose à nos clients des tarifs extrêmement préférentiels. Et pourquoi? Parce que ça permet à AXA de mettre en avant et d'améliorer sa politique de responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, avoir en tête que, évidemment, l'assurance en tant que professionnel est incontournable, et que la prévoyance, c'est peut-être un petit peu un luxe. Oui, ça a un prix, évidemment, mais ça peut couvrir quand même pas mal de choses. Et en tant qu'entrepreneur, de façon générale, c'est quelque chose qui peut avoir son importance, ou qui a son importance. Pareil, on l'a évoqué très rapidement, si vous êtes future maman ou maman, il y a pareil, parce que je suis micro-entrepreneur, j'ai droit bien sûr à une allocation forfaitaire, ce qui est normal, et donc à des indemnités, à une allocation qui est répartie sur une indemnité forfaitaire journalière. Revenir un tout petit peu sur le positionnement de l'ADI, peut-être, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne nous connaissent pas encore. L'ADI, comme vous le disiez, Cassandra, c'est une association d'utilité publique. C'est une association qui accompagne les entrepreneurs, souvent créateurs, mais évidemment pas seulement, puisque l'idée, c'est d'accompagner dans le temps l'entrepreneur. C'est une association qui fait du microcrédit. Ce microcrédit plafonné à 12 000 euros, couvrir tous les besoins, que ce soit du stock, de la trésor, de l'investissement, du matériel, de la formation, qui va couvrir tout type d'activité, et qui ne va demander en garantie que la caution personne physique d'un tiers, donc de quelqu'un qui va se porter garant pour vous à hauteur de 50% du montant emprunté. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'accompagner, d'où l'importance de ces ateliers en live ou à distance, comme celui-ci, puisque prêter, c'est bien, mais il y a vraiment besoin d'accompagner, parce que vous connaissez, vous, votre métier, votre savoir-faire, mais le métier d'entrepreneur, c'est plein de casquettes et plein de métiers différents qu'il faut pouvoir porter sur une seule tête, à savoir aujourd'hui la vôtre, d'où l'importance de l'accompagnement, parce qu'il ne faut pas être seul. L'accompagnement, c'est un accompagnement de coaching personnalisé, c'est des formations, c'est des bons plans, donc des offres à prix réduites, c'est différents ateliers en présentiel, des ateliers ou des conférences comme celle-ci, sur du commercial, du financier, de l'administratif, du juridique, du digital, des clubs d'entrepreneurs, des boutiques dans certains cas. Il y a une vraie idée que l'entrepreneur, surtout le jeune entrepreneur, ça veut dire celui qui a démarré il n'y a pas très longtemps, hein, on n'a pas de critère d'âge, le jeune entrepreneur connaît son métier, connaît son activité, mais il y a tellement d'autres choses qu'il doit connaître que en solo, c'est compliqué. La richesse de l'association, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de bénévoles qui donnent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui vraiment donnent, et qui ont un savoir complètement délirant. C'est des gens qui viennent de tout type de profession, des gens qui sont en activité ou des gens qui ne sont plus en activité et qui ont un savoir-faire et une expérience
extrêmement précieuse pour le porteur de projet ou pour l'entrepreneur de façon générale. N'hésitez surtout pas. Juste mon expérience après 1 an de Adi, n'hésitez surtout pas. Je repasse la main et l'écran à Cassandre qui va vous parler 30 secondes des assurances que, pareil, l'Adi peut mettre à votre disposition. Oui, alors je fais un petit aparté sur les assurances parce que c'est quelque chose à laquelle, à laquelle on ne pense pas forcément quand on calcule un peu ses charges, quand on crée sa micro-entreprise. Certains sont au courant que c'est important d'avoir une responsabilité civile professionnelle. Alors, dans certaines professions, avoir une responsabilité civile professionnelle, ce n'est pas forcément obligatoire, mais comme je vous dis, c'est plutôt vivement conseillé. Aujourd'hui, en tant que professionnel, vous vous rendez chez un client, vous faites tomber un vase qui coûte 1 000 € sur le sol, qui se brise en 1 000 morceaux. Si vous n'avez pas de responsabilité civile professionnelle, la personne peut se retourner contre vous judiciairement et c'est vous qui allez devoir payer les frais, soit pour le racheter, soit pour le réparer. Si vous avez une responsabilité civile professionnelle, donc vous êtes assuré en tant que pro, c'est l'assurance qui prendra une bonne partie des réparations en charge. Il y a toujours une franchise, mais voilà, d'où l'importance en fait de pouvoir s'assurer. Alors sachez qu'il y a certaines professions, de toute façon, la question ne se pose même pas, c'est obligatoire. Voilà. Donc vous allez avoir la responsabilité civile professionnelle, donc plutôt pour les foires et marchés, si vous êtes ambulant. Et vous allez avoir la responsabilité civile professionnelle classique si vous n'êtes pas ambulant. Par exemple, vous pouvez faire de la prestation de service, vous êtes graphiste, par exemple. Et ensuite, vous allez avoir la multirisque professionnelle sans local. Donc là, qui est plutôt une assurance qui peut nous rappeler un petit peu en fait l'assurance habitation. Donc, qui va vous assurer si vous êtes par exemple chez vous, vous travaillez depuis chez vous et qu'il y a un incendie, que c'est dans votre appartement, vous avez un local, une chambre qui est vraiment adaptée à votre activité. Et ensuite, vous allez avoir la multirisque professionnelle. Donc, si vous êtes né à un local commercial notamment, donc, je sais pas, vous avez une petite boutique en ville, il y a un incendie ou par exemple, comme on l'a vu dernièrement, il y a une inondation à cause du fleuve à côté qui sort de son lit. Ben, vous êtes assuré. Donc, c'est vraiment important. Mais dans tous les cas, par exemple, si vous prenez un local commercial, on vous demandera d'avoir une assurance. Et ensuite, on a aussi une offre d'assurance auto qui permet d'assurer son auto personnel, voilà, ou d'entreprise. Donc, on a des tarifs qui sont fixes, ils sont négociés. Donc, les responsabilités civiles professionnelles et les multirisques sont négociés avec AXA et l'assurance auto avec Allianz. Sachant qu'en fait, dans ces tarifs négociés, vous avez accès à plus de garanties que si vous étiez passé directement par eux. Voilà. Donc, vous pouvez accéder à ces assurances quand bien même vous ne prenez pas de microcrédit à la DIP. Ce sera juste considéré comme un microcrédit assurance. Je réponds aux questions. Une date préférentielle dans l'année pour créer son entreprise. Alors oui, donc est-ce qu'il y a donc pour répondre à la question sur est-ce qu'il y a une date préférentielle pour créer son entreprise? Oui, je reviens sur ce dont je vous parlais tout à l'heure concernant l'ACRE, donc la possibilité de déduire 50% de son URSSAF pendant 1 an. Et c'est calculé en trimestre, et c'est calculé en trimestre janvier, février, mars. Et ensuite avril, mai, juin, etc. Si je crée mon entreprise et que je commence à avoir du chiffre d'affaires, je crée mon entreprise parce que je sais que je vais avoir du chiffre d'affaires mi-mars, en gros, je vais quasiment manger la totalité de mon premier trimestre, puisque mon premier trimestre va jusqu'à la fin mars. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire c'est intéressant de commencer ou au 1er janvier ou au 1er avril, etc. Maintenant, encore une fois, ça n'est que de l'optimisation. Il faut démarrer quand on veut, quand on peut. Bien sûr, si on peut optimiser un tout petit peu, c'est super. Ça reste de l'optimisation pure et dure. Alors, je réponds aussi à des questions sur l'assurance. Donc, quid de l'assurance du matériel transporté? Alors, ça va dépendre des garanties. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller. Je ne pourrais pas vous dire si elle est incluse. En tout cas, ça va dépendre, mais notamment surtout sur les assurances auto. Je vous invite vivement aussi à contacter votre assureur si vous êtes déjà assuré pour voir s'il peut pas, si vous ne pouvez pas prendre une option pour assurer en fait ce matériel transporté. Et du coup, ça répond aussi à la question de Gaël. Si vous utilisez une voiture perso, mais que vous l'utilisez pour l'entreprise, c'est important d'informer votre assureur. Parce qu'en fait, les garanties ne vont pas être les mêmes. En fait, on va vous demander souvent si vous l'utilisez à titre personnel
domicile-travail ou si c'est pour un cadre professionnel. Le tarif va différer dans ce cas. Voilà. Et ensuite, on a d'autres questions de Gaël aussi. À quel moment on se sert un revenu quand on veut, une fois par mois, une fois par an? Ça, c'est à vous aussi de. Il n'y a pas de, il y a, 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 il y a pas de, il y a pas il y a pas de timing. De toute façon, on se sert pas de revenus. C'est le résultat de l'activité qui va être votre revenu et qui, de toute façon, et donc votre chiffre d'affaires qui va être moins évidemment les charges, qui va être votre revenu réel dans votre poche. Maintenant, à chacun de réfléchir. Est-ce que ce revenu je le mets dans ma poche ou peut-être est-ce que je vais le réinvestir parce que j'ai besoin de matériel, autre chose que je vais vouloir payer par le fruit de l'activité plutôt que d'aller le faire financer. Mais on est bien, votre revenu, c'est le revenu de l'activité. Donc encore une fois, on n'est pas du tout sur un système ni de salaire, ni de dividendes, ni de traitement salarial comme on pourrait l'avoir sur une SARL ou une URL, ou un salaire comme on pourrait l'avoir sur une SAS ou sur une SASU. Donc, encore une fois, il n'y a pas de distinguo entre le résultat de l'activité et ce que vous allez vous en percevoir. L'activité, c'est vous. Alors, une question de Florent, combien de temps pour bénéficier des prestations de. Je pense que ce que vous avez voulu dire, c'est l'ADI. Alors, généralement, en fait, entre la prise de rendez-vous et l'octroi du prêt, il se passe entre 2 et 3 semaines. À peu près 3 semaines, ça ira plus vite si vous avez tous les documents qui vous sont demandés, sachant que les documents demandés, c'est toujours assez simple, hein, c'est justificatif de domicile, des positions, enfin des relevés bancaires sur, si je ne raconte pas de bêtises, les 3 derniers mois, et puis justificatif de ressources, pareil, je crois, sur les 3 derniers mois, et puis voilà. Ça, c'est votre conseiller qui vous le dira. Faut vraiment faire un rendez-vous. C'est lui le point central, c'est lui qui va vous accompagner en vous dirigeant vers un bénévole ou vers un atelier. C'est lui qui va traiter votre demande de financement. C'est lui qui va réfléchir avec vous au montant. C'est lui qui va vous aiguiller éventuellement vers l'assurance ou vers un bon plan. Le point central de la relation, le vrai pivot, c'est le conseiller en agence. C'est vraiment le chef d'orchestre. Je regarde, j'ai perdu le fil. Ok. Est-ce qu'on peut facturer à l'étranger hors Union européenne? Alors, il y a des règles douanières, ça dépend si c'est de l'envoi à l'étranger. Il y a quand même des règles à respecter. Ça dépend si c'est une prestation qui. Alors, ça dépend si c'est de l'achat-vente, de la prestation. Alors, je peux évidemment facturer à l'étranger, c'est-à-dire que mes clients peuvent être ailleurs. Je suis en micro-entreprise, ça ne veut pas dire que je ne vais travailler que avec des clients qui sont sur le sol français. Ce qui est important, c'est vraiment mon chiffre d'affaires. Et puis voilà, et on ne peut pas dire que j'ai le droit de travailler avec tel client et pas avec d'autres. Donc, il n'y a pas de limitation géographique. La seule condition, c'est que vous soyez bien ici, quoi. Maintenant, on ne peut pas vous obliger à avoir des clients hexagonaux, bien sûr. À partir de quel moment dans l'avancement du projet peut-on bénéficier d'un accompagnement personnalisé? Nous, on considère qu'il faut que le porteur de projet soit très largement avancé et qu'on ait très largement dépassé le stade de l'idée. Il est important que le porteur de projet sache quelle est son offre, elle est destinée à qui et dans quelles conditions il va exercer. Et il faut qu'il ait une notion, mais là-dessus, on va pouvoir l'accompagner sur ce dont il a besoin pour démarrer, en termes de matériel,
donc potentiellement de financement, et qu'est-ce qu'il va proposer, qu'est-ce qu'il va facturer, donc qu'il ait un peu une idée de ses prix de revient, etc. Sur la mise en place vraiment du chiffrage et du business plan, bien sûr, on peut aider et évidemment, on va aider. Maintenant, il est indispensable que le porteur de projet sache qu'est-ce qu'il va vendre, à quel prix et quels sont ses coûts et ses différentes charges. À partir de ce moment-là, bien évidemment, on accompagne. Donc là, on est en amont en général du financement. Après, on accompagne sur du financement. Et après, il y a un accompagnement sur tout le reste, sur la distance avec l'entrepreneur. Alors, j'ai cru voir une question qui se posait de savoir est-ce que je peux avoir l'accompagnement sans avoir eu recours à un financement. Cet accompagnement que nous, on qualifie de post-financement, en toute logique, non. Donc, l'accompagnement en amont, oui. L'accompagnement post, non. Mais quand on regarde les conditions d'assurance, par exemple, qui sont proposées et les prix qui sont proposés, on se dit, ça vaut certainement, peut-être, voire certainement le coup de passer à l'ADI, même juste pour une assurance. Et à ce moment-là, vous êtes client et vous avez droit à l'accompagnement global avant, pendant et après. C'est vrai que le après est destiné à ceux qui sont qualifiés de clients. Alors, question d'actualité, sans gouvernement, est-ce une bonne idée de créer de l'entreprise maintenant par rapport à la fiscalité des entreprises? Quels sont les risques? Là, c'est une question politique, mais dans le sens, de toute façon, le budget 2024 va sûrement être le même pour 2025, sachant qu'ils peuvent passer aussi des amendements pour éviter la hausse de l'impôt sur le revenu. En fait, là, pour le moment, on ne peut pas vous répondre parce qu'on est comme vous, on est citoyens. On attend. On nous a pas appelé pour nous. Voilà. On nous a pas appelé pour nous donner. Monsieur Macron. Non. Donc. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer, je pense que ce qui est important, c'est pas tellement le cadre juridique ou le cadre fiscal. Ce qui est vraiment important, c'est l'avancement de votre projet et la façon dont vous positionnez votre projet par rapport à la conjoncture économique globale. Et est-ce que vous pensez que votre projet est viable et est-ce que votre projet a un avenir? Après, encore une fois, on va réfléchir sur le statut, ce dont on parle là, de statut micro, seulement toute dernière étape. D'abord, quelle est ma cible, quelle est mon offre, comment je le fais, où, quoi, comment, et seulement après, il y a ce comment, et ce comment, donc, mon statut. Donc, est-ce qu'on peut savoir si aujourd'hui, c'est la bonne journée pour créer par rapport au fait qu'il n'y ait plus de gouvernement impossible de dire, mais ce qui est vraiment important dans la réflexion, c'est d'abord mon projet avant de réfléchir à mon statut. Alors que souvent, on réfléchit à, alors je vais d'abord choisir quel statut et ensuite, je vais travailler sur mon projet. Je travaille sur mon projet et s'il est bon, je lance et je choisis le statut quasiment à ce moment-là en me faisant évidemment aider de tous ceux qui peuvent m'aider et l'ADI peut vous aider là-dessus. Maintenant, quid du futur Premier ministre, moi, je ne sais pas. Alors, petite question pour les taux d'URSSAF. Pour les prestations de services, j'ai entendu dire qu'il allait augmenter à 26% et pour le BIC ou le BNC ou les deux. Alors, on parle effectivement sur 2025 d'augmentation de l'URSSAF. Alors, elle va pas être monstrueuse, mais oui, il y a il y a une augmentation. Il y a une augmentation. Combien exactement, j'ai plus les chiffres, mais là, c'est certain que vous pouvez les trouver sur le net. Oui, il y a une augmentation progressive en fait. Ça se fait sur plusieurs années. Est-ce qu'on a autre chose? C'est de répondre au maximum dans le chat. Alors, pour la conservation des factures, c'est 10 ans. On conserve toutes les factures pendant au moins 10 ans. C'est la loi.
Où trouve-t-on les montants d'impôts que l'on doit payer? En fait, tout à l'heure, on l'avait Alors, il y montré. a 2 possibilités, encore une fois, comme on vous le disait tout à l'heure, si je suis, sur un impôt forfaitaire, là, il y a un taux, c'est tout simple, hein, c'est, qui dépend de mon chiffre d'affaires. C'est ce qu'on voyait, c'est, 1 si je suis, en achat-vente, 1,7 de mon chiffre d'affaires si je suis en bénéfices industriels et commerciaux, heu et 2,2 si je suis en activité libérale, donc en bénéfices, en bénéfices non commerciaux. Si je décide de déclarer et d'être soumis au barème, là, vous pouvez trouver, pareil, très simplement, des outils qui peuvent vous permettre de simuler. Alors, il y a des tranches, hein, le système de la fiscalité française, c'est un système de fiscalité par tranche qui va dépendre du montant des revenus au global, du foyer fiscal, du nombre de personnes dans le foyer, qui inclut les parents, les enfants qui sont des demi-parts, etc. Donc il y a tout un calcul entre guillemets un petit peu savant, mais il y a plein de simulateurs, hein. Sur le net, vous avez plein de simulateurs qui vous permettent vite de voir est-ce que j'ai intérêt à aller sur un taux forfaitaire ou est-ce que j'ai intérêt à être au barème de l'impôt, en sachant encore une fois que moins mes revenus sont importants de façon globale et plus on est à la maison, plus j'ai intérêt à être au barème progressif plutôt qu'au forfaitaire. Alors, je réponds aussi à Gaëlle, c'est pourquoi les charges de l'entreprise ne sont pas prises en compte dans le calcul des impôts de l'entreprise. En fait, la question à se poser, c'est si vous avez beaucoup de charges, c'est peut-être pas hyper avantageux de vous mettre sous le régime de la micro. Le principe de la micro, c'est vraiment que les charges sont calculées de façon, il y a un forfait en fonction de votre casquette. Vous avez une casquette, vente de marchandises, on va considérer que, les charges représentent 71 de façon forfaitaire. Si vos charges à vous, elles sont de 85 parce que vous avez, des charges, d'immobilier, parce que vous avez des charges de personnel, parce que vous avez des marges qui sont petites, vous n'avez pas intérêt à être en micro. Vous avez intérêt à être en société, puisque le calcul au niveau de la société se fait par rapport aux résultats et non pas par rapport au chiffre d'affaires. Si par contre votre niveau de charge, votre taux global de charge par rapport à votre chiffre d'affaires est inférieur au taux forfaitaire ou jusqu'au taux forfaitaire, là, bien évidemment, ça vaut le coup de façon évidente d'être en micro. D'où l'importance, encore une fois, au moment où je vais faire mon choix, d'avoir déjà déterminé un petit peu tous mes chiffres. Alors, pas obligatoirement de façon ultra précise, mais de pouvoir savoir comment mon résultat va être constitué et quel est mon montant global de charge pour pouvoir savoir, tout à la fin, une fois que j'aurai fini finalement mon chiffrage et mon business plan, est-ce que j'ai intérêt à être en micro ou est-ce que j'ai pas intérêt à être en micro? Donc c'est pour ça que c'est encore une fois une décision qui se prend à la fin du process de création et pas au début. En sachant qu'il y a une raison pour laquelle vous ne pourrez pas être en micro, il y a plusieurs raisons, pardon. La première, c'est évidemment si mon chiffre d'affaires est supérieur au plafond. La deuxième, qui est évidente, c'est si vous êtes 2 en capital dans l'activité. Et là, évidemment, vous serez obligatoirement en société puisque la micro-entreprise est une entreprise individuelle, donc c'est une entreprise de une personne. Donc, si de toute façon, l'idée, c'est de s'associer, la question de la micro ne se pose pas. Vous serez obligatoirement dans un système société. Est-ce que vous serez en SAS ou en SARL? Là, c'est à voir par rapport au statut social que vous voudrez mettre en avant. Mais de toute façon, là, l'accès à la micro, évidemment, il vous est interdit. Par contre, si vous êtes tout seul, vous avez le choix. Est-ce que je serai en micro ou est-ce que je serai en société? Et ça va dépendre de l'intérêt de l'être. Et pour savoir si c'est intéressant, il faut faire un petit peu de calcul. Et pour faire un petit peu de calcul, il faut connaître à peu près le montant des charges en pourcentage par rapport à mon chiffre d'affaires. Donc, il faut que j'ai un business plan qui soit déjà un peu pas mal travaillé. Pas avec tous les détails, bien évidemment, mais encore une fois, avec les grandes masses. J'ai répondu. Alors, est-ce à nous de choisir notre code NAF APE ou bien c'est les organismes qui l'imposent? Non, le code NAF, il est fonction de son activité.
Donc, je choisis mon activité et quand je vais créer ma micro, je vais préciser quelle activité je vais exercer. Au moment de la création, on peut avoir un panel d'activités, réfléchir à un panel d'activités large. On n'est pas obligé d'être en mono-activité. Ce qui est intéressant parce que sinon, si vous allez, si vous créez avec une ou deux activités et que ensuite vous en additionnez une nouvelle, il va falloir changer un certain nombre de choses et là, ça a un coût. Donc, à la création, ayez un panel un petit peu large, si vous le pouvez, bien évidemment. Ajout, alors. Gaëlle, je pense qu'on a répondu juste avant par rapport aux charges de l'entreprise. Quelle qu'elle soit, de toute façon, on ne peut pas les déduire. Alors, si je suis en micro, de toute façon, donc pour la question de Gaël, si je suis en micro, la question évidemment ne se pose pas puisque je suis forfaitaire. Si je suis en société, Oui, alors oui, je peux déduire, enfin, je peux passer en charge un certain nombre de dépenses. Maintenant, attention, il faut être raisonné et raisonnable. Je ne peux pas déduire la totalité de mon loyer si j'occupe une pièce de ma maison, c'est pas logique. Et si j'utilise ma voiture à des fins professionnelles une fois par semaine, je peux pas, et le reste du temps c'est pour aller faire les courses, je peux pas déduire la totalité de mon carburant. De plus en plus, en face de l'administration fiscale, c'est nous qui devons faire la preuve de ce qu'on déclare. Donc, il faut être raisonné, raisonnable et pouvoir expliquer. Si je peux expliquer, il n'y a aucun problème, j'ai le droit de déduire. Si je peux dire que oui, effectivement, j'ai occupé pendant un tel timing, telle surface de ma maison, oui, je peux le passer en charge. Maintenant, si j'ai utilisé un bureau une fois par mois qui représente 10% du volume total de la surface totale de ma maison, et si je déduis la moitié de mon loyer, ils vont venir me taper sur les doigts. Alors, quel code neuf pour plusieurs activités? En fait, on vous invite, on n'a pas la science infuse, on ne pourra pas deviner quel code neuf pour telle activité, on ne les connaît pas par cœur. On vous invite aussi vivement de votre côté à faire vos propres recherches, à vous renseigner aussi auprès des interlocuteurs dont on parlait précédemment. Si vous ne les avez pas, dans tous les cas, moi je vous enverrai les replays et vous aurez la liste des interlocuteurs. On ne pourra malheureusement pas faire du cas par cas. Alors, Francine, lorsqu'on est déjà immatriculé, on garde le même SIRET, même si ce n'est pas la même activité. Je crois que dès le changement d'adresse, dans tous les cas, on change de SIRET. Hein. Si on change d'adresse, c'est ça qui est posé. Non, là, si on change carrément d'activité, on change carrément de SIRET, je suppose. J'en suis pas sûr. À voir. Je peux, pareil, si on n'est pas sûr, on dit je sais pas. Parce que déjà, en cas de déménagement, de changement d'adresse ou de transfert du siège social, on doit changer de SIRET. Ouais. Par contre, d'activité, à voir. Mais bon, là quand on voit avec quelle vitesse on a obtenu la réponse là-dessus. Et alors, quelqu'un qui nous dit, est-ce que c'est vraiment si simple la micro? Oui, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est de gérer son activité, son entreprise. L'idée de la micro, c'était de simplifier en n'ayant pas de contraintes comptables et en ayant, en termes déclaratifs, un minimum de contraintes, à savoir, mon seul repère, c'est mon chiffre d'affaires. Maintenant, ça reste quelque chose qui n'est pas évident. C'est pour ça qu'il ne faut pas être seul dans l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire que je vous invite à avoir obligatoirement des associés, mais je vous invite à vous faire aider par tous les gens de bonne volonté qui peuvent le faire. Alors, on répète encore une fois, mais quelles que soient les charges que vous avez, vous ne pouvez pas les déduire en micro-entreprise. Donc, si vous êtes en micro-entreprise, ne vous embêtez même pas à calculer vos frais de déplacement. Après, si vous êtes en société, je suppose que l'URSSAF doit avoir des barèmes et peut-être que vous pouvez le calculer de cette façon-là, mais ça, on n'a pas forcément les chiffres.
Alors, quelqu'un nous demande, Gaël nous demande si d'expérience on peut vivre de sa micro ou est-ce qu'il faut avoir un statut salarié plus micro. Écoutez, moi, je vous dirai ce que je vois en étant vraiment sur le réseau parisien depuis un an. Oui, il y a plein de clients qui vivent aujourd'hui de leur micro. Alors, évidemment, les premiers mois ne sont pas simples, hein, d'où l'importance dans nos recommandations de dire si vous avez un petit peu d'épargne ou un peu d'apport, ne le mettez pas et demandez un maximum de financement, gardez une réserve de trésor parce que ça ne va pas être simple, mais il y a plein de projets qui vivent et qui vivent sympathiquement assez rapidement. Maintenant, il n'y a pas de vérité universelle. Tout va dépendre du projet, tout va dépendre de l'approche commerciale et est-ce que mon projet peut me permettre, même si j'ai vraiment toutes les qualités techniques dans les mains et professionnelles dans les mains, est-ce que je pourrais faire du chiffre sans avoir pu me faire connaître au préalable et sans avoir besoin de passer un certain nombre de mois. Mais encore une fois, au vécu, et ce qu'on voit, c'est que oui, il y a plein d'entrepreneurs qui vivent de leur activité micro et qui, à un moment donné, de toute façon, ont passé au-dessus des plafonds et passent en société. Donc oui, c'est une possibilité vraiment de gagner sa vie. En vrai. Alors, on a des questions sur l'AC. Pour la demande d'AC, j'ai fait la demande sans avoir fait la création de mon compte. Elle va être prise en compte. Alors, c'est-à-dire, vous êtes passé par quel canal humain? Le CA et la TVA en fonction de l'activité, c'est pas facile à comprendre. À 36 600 €, on ne doit pas de TVA. À 39 100, assujetti là. Pas passer le plafond. Assujetti à la TVA. En fait, la question à vous poser, je me demande si on dépasse automatiquement la TVA, est-ce que ça vaut le coup de rester parfois en micro-entreprise? C'est ça, en fait, aussi à se poser la question. Si on dépasse rapidement. Encore une fois, je veux dire, la TVA, c'est pas un sésame. La TVA, c'est une opportunité. Toute la période où moi, je suis en exonération de TVA, ça va me permettre de facturer hors taxe un prix TTC. Donc, je prends un exemple tout simple. Je vends 100 € hors taxe. Mon prix, c'est 100 € hors taxe. Si je suis assujetti à la TVA, mon client va payer 100 plus 20%, 120. Si je ne suis pas assujetti à la TVA, je vais pouvoir facturer hors taxe 120. Donc, pour mon client, ce sera exactement la même chose. Et les 20 que j'aurais dû rétrocéder à l'État, je vais les mettre dans ma poche. Donc oui, c'est une opportunité. Surtout, par contre, il ne faut pas que ce soit une opportunité de casser le marché. Je reprends mon exemple. Mon prix, c'est 100. Mes confrères qui sont assujettis à la TVA vont vendre alors au consommateur final 120. Si moi, je vends 100, effectivement, certains consommateurs vont aller chez moi parce que c'est moins cher. Je vais avoir toute la place et tous mes concurrents sur mon dos parce qu'ils vont considérer que je casse le marché. Potentiellement, ils vont casser mon image auprès des fournisseurs, donc je ne pourrai plus travailler. Et au jour où je vais passer au-dessus des plafonds, je vais être obligé de facturer la TVA. Donc Antoine, qui facturait 100, va du jour au lendemain devoir facturer 120. Mes clients ne vont plus rien comprendre. Ils venaient chez moi, pourquoi? Parce que j'avais l'image Antoine, c'est pas cher. Et du jour au lendemain, Antoine revient sur le même prix que ses confrères. Je vais perdre mes clients. Donc, c'est une opportunité de facturer le même prix que mes clients, que mes confrères et que mes concurrents, en gardant
dans ma poche l'argent que j'aurais dû rétrocéder à l'État. Mais ça n'est qu'un plus. C'est pas du tout une finalité, en sachant que de toute façon, très vite, on va casser les plafonds et on va devoir travailler TTC. Donc, rétrocéder à la TVA, à l'État, la TVA que j'encaisse, et de cette TVA que j'encaisse, je peux évidemment déduire la TVA que je paye. Voilà comment ça marche. Alors, on prend encore quelques questions, puis on va conclure environ vers 16h la webconférence. Alors, après combien de temps d'activité je peux changer de statut? Est-ce que c'est payant et cher? Alors, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de délai à respecter si on souhaite changer de statut. Simplement, ça va dépendre du statut d'entreprise, mais je crois que selon le statut de société, il y a des frais. Alors, au jour où je passe en société, je vais arrêter mon activité de micro. Le matériel que j'utilisais, qui m'appartient à moi, personne physique, puisque la micro, c'est moi, je vais pouvoir, si j'ai envie, l'apporter au capital de la société, donc non pas en apport en capital, mais en apport en nature. Maintenant, évidemment, la constitution d'une société, que ce soit SAS unipersonnel ou pas, et SARL unipersonnel ou pas, bien sûr, il y a un coût. Il y a un coût de constitution, il faut rédiger des statuts, il y a un coût, il faut réfléchir à la rédaction des statuts, et puis j'ai une obligation à partir du moment où je suis en société, j'ai l'obligation d'avoir un comptable. Donc oui, il y a un coût. Alors, je réponds à Alexandre, arrêter le micro coûte 50 €. Alors, normalement, non. En tout cas, pas de frais normalement pour moi, l'arrêt de micro coûte rien. Mais j'en suis même sûre. Oui. J'en suis même sûre. Mon compagnon avait arrêté sa micro, il n'avait rien payé. En fait, ce qui nous reste à payer finalement, c'est le delta de charge. Voilà, c'est juste rembourser l'URSSAF et sa clôture. Mais normalement, si on vous demande de l'argent, c'est que c'est sûrement une arnaque. C'est que c'est pas le bon site à mon avis. Très bien. Alors, sur la TVA intercommunautaire. Oula, c'est trop compliqué. On va pas vous dire de bêtises. C'est trop compliqué. Là, non, là, on passe notre tour. Trop compliqué. Dans le pire des cas, si l'entreprise ne fonctionne pas, quelles sont les démarches à faire? Ça va vraiment dépendre de votre situation. Si elle ne fonctionne pas et que vous souhaitez, ça dépend si vous souhaitez continuer ou arrêter. Si vous souhaitez arrêter, dans ce cas-là, peut-être vous réorienter vers le salariat. Mais en tout cas, ça va vraiment dépendre de votre projet aussi à long terme. Parfois, il faut aussi ne pas s'arrêter au premier obstacle. Mais voilà, c'est vraiment du cas par cas. Je pense que c'est plutôt une question à poser aux conseillers. On va s'arrêter là pour les questions, pour ne pas répondre aussi à toutes les questions, notamment quand c'est du cas par cas. On a essayé de globaliser, de vulgariser un peu la formation. On est aussi conscient que même si c'est un régime simplifié, ce n'est pas forcément simple, on vous invite aussi, là, vous avez eu beaucoup d'informations en très peu de temps, on vous invite aussi de votre côté à faire vos recherches, à re-regarder les barèmes, les tableaux de cotisation, les abattements d'imposition, et surtout, en fait, de surligner uniquement ce qui vous concerne. Comme ça, vous mettez de côté ce qui ne vous concerne pas. Et tout ça sera beaucoup plus clair aussi dans votre tête. On a beaucoup parlé de la TVA, n'en faites pas quelque chose de monstrueux. Mais c'est vrai que la TVA, ça prend beaucoup la tête, mais ça n'est qu'un plus. L'idée, c'est encore une fois, d'abord de réfléchir à son projet, ensuite réfléchir au statut, et en fin de course, je suis en micro, est-ce que je m'assujettis à la TVA? Oui, non, mais seulement dans ce sens-là. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. À l'issue de la webconférence, soit aujourd'hui, soit demain, je vous envoie un email avec le replay de la webconférence, tous les liens sur notre site internet, les prochaines webconférences, les ateliers auxquels vous pouvez vous inscrire aussi de votre côté.
Je vous mettrai aussi 2-3 vidéos, notamment sur l'immatriculation, sur comment déclarer ses cotisations auprès de l'URSSAF, enfin son chiffre d'affaires, pardon, son chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Voilà, on vous mettra tout le nécessaire pour bien débuter. Voilà. Mais écoutez, à bientôt peut-être. C'est Cassandra qui est en charge de toutes les webconférences. Donc, il est possible qu'il y en ait d'autres. Il est certain qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.